je suis très abîmé du côté gauche. D'accord? Là, le bras droit, ça va. Bon, le mec, il abuse, le bras droit, ça va. Voilà, c'est lui Philippe Croison, capable de faire valser les codes, les cases, les pensées polissées sur le handicap, sur les drames et sur la vie qui d'un seul coup peut basculer. Tu sais, le 5 mars 94, je suis mort. Donc tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus, c'est du bonus. Amputé des 4 membres suite à un accident, Philippe aurait pu choisir de se foutre en l'air. Il y a même pensé. C'est mal le connaître. Ce que j'aime dire, c'est qu'à cause de mon handicap, il y a des trucs que je ne peux plus faire. Mais grâce à lui, j'ai fait des trucs de dingue. Repousser ses limites, réaliser que rien n'est impossible à celui qui ose, qui aime, qui veut la bouffer cette vie. Voilà, c'est lui, Philippe Croison. Et il est notre invité sur Entre vous et moi. Ah, on dit pas le mot coupé. Arrête. Bon, Dominique, Philippe, une première. C'est parti. Salut tout le monde. Bienvenue sur Entre vous et moi. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions évidemment sur YouTube, mais également sur vos podcasts, sur vos plateformes préférées. Un petit like, un commentaire, un sourire. Vous savez, si Entre vous et moi décolle et fonctionne et va jusqu'aux étoiles, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Salut Philippe. Bonjour Dominique. Je rigole parce que tu viens de me faire rire. T'arrêtes pas en fait. Non, bah, c'est un de mes outils de résilience, hein, l'humour. Et puis j'adore l'humour, donc je suis né comme ça. Hein. Ouais. Et évidemment, on s'est dit tu, parce que dès qu'on s'est parlé au téléphone, on s'est dit tu. Exactement. Il n'y a pas de hasard. Si tu es là ici, c'est grâce à Charlotte Denot, qui était à ta place il y a quelques mois. Elle m'a dit, tu verras, c'est mon fifi, c'est mon champion. Donc on salue Charlotte Denot. Et Charlotte. Ah non, c'est là. Et voilà, j'ai trouvé ces mots pour te présenter, Philippe Croison. Je suis mort le 5 mars 94. Ma vie s'est arrêtée ce jour-là, puis une autre a commencé. Avant d'y revenir, quel homme es-tu aujourd'hui, là, maintenant? Je suis un homme très très heureux dans mon parcours de vie aujourd'hui. Hein. Ça a été compliqué, on y reviendra, je pense, mais aujourd'hui, ouais, j'aime ma vie. Parce que ma vie, c'est le maître mot, c'est partage. J'adore partager avec les gens, donc j'arrête jamais. Donc je suis heureux. Ouais, ça va, ouais. Fatigué, mais heureux. Moi, avant de découvrir celui que tu es aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du tout premier Philippe, le petit garçon, qui avait des rêves plein la tête, né en mars 68 à Châtellerault. 56 Et aujourd'hui, 56, ouais. Ok. Ah, ça va super vite, merci de me le rappeler. Donc... Eh ben ouais, on n'y échappe pas. Hein. Non, ça avance, la roue tourne. Mais le petit Philippe, honnêtement, j'ai plus trop de souvenirs parce que mon disque dur a été un petit peu effacé le jour de l'accident. Mais j'ai quand même des souvenirs forts de ma grand-mère. Ma grand-mère a été l'amour de ma vie, hein, c'était ma richesse. Et ma grand-mère m'a élevé quand j'étais petit et aussi quand j'étais grand. Et même quand j'ai été raccourci. Ma grand-mère a toujours été là. Pour moi, les souvenirs d'enfance, c'est quand je piétinais ces plates-bandes de fleurs ou des trucs comme ça. Tu vois, ma grand-mère a connu la guerre. Ma grand-mère m'a élevé dans le dur, parce que ma grand-mère m'a élevé, mais avec énormément d'amour. Et il y a ma mère à côté qui m'a élevé dans la connerie. J'ai toujours fait des bêtises avec ma mère, elle m'a toujours déguisé, mis sur scène, faire des chansons, des trucs comme ça. Et ça fait le personnage que je suis devenu aujourd'hui. Très sérieux dans mes aventures, mais dès qu'il y a une connerie à faire, je suis pas très loin. Et ça, c'est depuis mon enfance. 2 femmes très importantes dans ta vie. Ta Ouais, grand-mère ma et ta grand-mère maman. et ma mère, ouais. Ouais, complètement, ouais. Maman qui était ouvrière, c'est ça? Ouvrière, ouais, ouvrière chez Aigle. Ouais. Elle fabriquait des bottes. Donc, des passages très difficiles, hein, parce que même nous, quand on était petits, je me souviens, ma mère, elle partait avec la voiture à l'usine avec le pack de lait. Pour pas qu'on puisse boire le lait avant de... Parce que les temps étaient durs, quoi, c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'est des souvenirs de tout, pas très facile, mais je dirais, je sais pas si je peux dire normal, mais j'en sais rien. Modeste. Ouais, voilà, modeste, ouais. Et papa? Papa, brocanteur. Ouais. Brocanteur, donc... brocanteur. Rien de plus. Non, pas pour le... Non. Non, Voilà. Enfin, c'est un peu plus compliqué, on va dire. C'est... je sais pas comment dire. Absent. Ouais, on peut dire ça, hein, ouais, absent, ouais. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Absent, c'est un bon terme, ça me va. Et un petit garçon qui est porté par 2 femmes, moins par un homme, tu penses que ça peut aussi toucher un peu le cœur?
Ah ben moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis un hyper émotif, donc... On fait comment là? Ah ouais, parce que j'en ai besoin. Et aujourd'hui, ben moi, c'est vraiment mon mode de fonctionnement. Des fois, il y a des gens qui me disent, mais il est fou ce mec-là, sa façon de réagir. Tu vois, quand j'ai eu mon accident, je suis arrivé en centre de rééducation, on a une tonne de médicaments pour pas faire le con, pour pas sauter par la fenêtre. Donc on a un petit filet de bave, on n'est pas bien, tu vois, on n'est vraiment pas. Et j'ai besoin de pleurer, moi, c'est mon énergie de pleurer, j'ai besoin de ça. Et donc, j'ai été voir le médecin-chef, j'ai dit, excusez-moi, je dis, vous pouvez arrêter le traitement parce que je sens, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de craquer, quoi. Et le médecin-chef, putain, on m'a jamais demandé ça. Je dis, bah, vous me surveillez, mais vous diminuez les doses au fur et à mesure. Ils ont fait, ils m'ont suivi, ils ont suivi les doses au fur et à mesure, j'ai craqué, j'ai hurlé dans ma chambre, je suis retourné voir, j'ai dit, c'est bon, tu peux remettre la dose. Mais c'est mon mode de fonctionnement, tu vois, même plus loin dans le délire, c'est-à-dire que, et même pour m'aider à sortir, tu vois, je mets le Monde Stone, Starmania. Tu vois, pour moi, c'est ma carotte pour pleurer, ça. Donc je mets le Monde Stone, Starmania, là je chiale, et je reviens, je mets la compagnie créole. Tu vois, c'est- mais tu vois, c'est Et ça. tu pleures aussi ou pas avec la compagnie créole? Un peu moins. J'essaie de retrouver de la joie, mais c'est vraiment moi, ça, tu vois, Ouais. je reste pas dans le négatif trop longtemps, Ouais. donc je vide, et bouf, et je repars. Il n'y a pas de grille. Je suis resté dans le gris pendant 10 ans, donc à un moment donné, il faut que ça saute. Hein. Le rêve du petit Philippe, c'était quoi? Non, non, honnêtement, j'ai pas de souvenir du rêve non. Tu vois, mes parents, à l'époque, ils m'ont dit, tu seras charcutier traiteur. J'ai dit, mais je veux pas faire ça, moi. Je veux être menuisier ébéniste. Ben non, mais on m'a dit, tu seras charcutier traiteur. Toi, j'étais en échec scolaire toute ma vie, donc depuis tout petit, je me suis toujours adapté. Donc, j'ai cette capacité-là de m'adapter en permanence. Parce que je me suis adapté tout petit, à l'école, je me suis adapté dans le monde ouvrier. Tu vois, quand je suis arrivé dans le monde ouvrier, je ne savais pas écrire. Donc, je prenais tous les rapports de tous les copains, et je regardais ce qui était écrit, et j'essayais de copier la même chose, pour donner mon rapport en fin de nuit, tu vois. Et je me suis dit, je ne vais pas faire ça toute ma life. Et donc, après, je travaillais la nuit, je dormais le matin, et l'après-midi, j'allais à l'école. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc, j'ai réappris à lire, à compter, à faire tout comme tout le monde, quoi. Donc on s'adapte. Au départ, Exactement, il faut s'adapter en permanence. ouvrier métallurgiste. Et au moment où tu reprends tes études, au moment où tu te dis je prends ma vie en main pour faire ce que je veux, il se passe quoi? J'ai marqué destin, chose de la vie ou un accident tout simplement. Ouais, l'accident qui va me détruire en une fraction de seconde. Et pour reconstruire le personnage que je suis devenu aujourd'hui, il faudra 10 ans. Un accident, c'est l'accident. Tu penses que c'est la vie qui t'a mis ça sur ton chemin? Non, je sais pas. Je sais pas si c'est la vie qui a mis ça sur mon chemin, mais après, je pense qu'on a tous un karma et on avance là-dedans, quoi. Mais j'en sais rien. Moi, je m'adapte en permanence. Tu sais, le 5 mars 94, je suis mort. Donc tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus, c'est du bonus. Il s'est passé quoi le 5 mars 94? Eh ben, j'avais un petit garçon de Jérémy, âgé de 7 ans, un petit bébé à l'arrivée. La famille allait s'agrandir, la maison était trop petite, il a fallu déménager. Et sur le toit de ma maison, il y avait une antenne de télévision. Et je me suis dit, je ne vais pas la laisser. Et derrière moi, il y avait une ligne de 20 000 volts. Et j'ai pris une échelle en aluminium. Et quand j'ai démonté l'antenne, pour avoir plus de force, j'ai posé mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre. Et là, il va y avoir un arc. Et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Au premier impact, c'est un arrêt cardiaque. Et à la régie d'électricité, ils ont cru que c'était une branche qui était tombée sur la ligne. Et pour faire sauter la branche, ils ont allumé 3 fois le courant. Donc, autant dire que j'étais une torche vivante. Et il y a un voisin, qui a entendu les déflagrations, qui avait coupé le courant. Ce monsieur, il a un réflexe extraordinaire. Il a mis des bottes en caoutchouc, des gants en caoutchouc. Il a pris l'extincteur dans le restaurant d'à côté. Malgré le danger, il est monté à l'échelle, il m'a éteint à 2 reprises. Et je lui ai fait un clin d'œil pour lui dire merci, parce que je ne pouvais pas parler, j'étais tellement tétanisé. Et que, bah voilà, ce monsieur, il m'a sauvé la vie, quoi. Et après, il y a toute une chaîne qui se met en route pour me sauver la vie, quoi. Le pilote d'hélicoptère qui me parle dans la nuit. Tu vois, c'est juste ça. J'entends cette voix qui me parle et le mec me raconte sa life. Il m'explique que depuis tout petit, il rêvait d'être pilote d'hélicoptère. Le mec me raconte son parcours de vie pendant tout le voyage avec le médecin urgentiste. Je fais 2 arrêts cardiaques. Et dans l'hélicoptère, et le mec continue à me parler pour que je reste, quoi. Et à lui aussi, je lui ai fait un clin d'œil et depuis, on est devenus amis, quoi. Donc, Ça, tu t'en souviens, mais ouais. comme si c'était hier. Ah oui. Autant l'accident, non. La douleur, la violence de la douleur, le cerveau a cette capacité-là de l'effacer. Vraiment, je n'ai plus aucun souvenir de cette douleur qui était monumentale, monstrueuse. Imagine, quand vous brûlez avec une petite allumette ou une cigarette, la douleur que ça représente, une petite brûlure. Bon, bah, j'avais tous les bras et toutes les jambes qui étaient carbonisées, calcinées. Donc, autant dire que la douleur, elle est tellement forte que le cerveau, il dit hop, stop, j'arrête là. Boum. Il éteint le truc, il se met en mode veille, et après, bah, on voit tout ce qui se passe autour de nous. Et même, pour te dire, moi, j'en ai pas le souvenir, hein, c'est les témoins et les gendarmes qui sont arrivés après. Je gueulais après quelqu'un en disant non, je vous dis, je veux pas partir. Je reste là, je veux pas partir. Je me fâchais avec quelqu'un, je me battais contre quelqu'un. Et moi, j'en ai aucun souvenir. Et pourtant, ça a été marqué dans le rapport de gendarmerie, comme quoi je me battais avec quelqu'un et tout. Je vous dis, je veux pas partir, je vous dis, je veux rester là. C'est pas le moment, je reste ici. Et tout ça, c'est les témoins en bas qui disaient que je gueulais ça. La mort?
Ouais, certainement, ouais, la grande faucheuse, ouais. La grande faucheuse, ouais. Bon, après, j'en ai aucun souvenir, hein, j'ai rien du tout. Hein, Ton épouse, à l'époque, est là, elle est enceinte, Oui, et ton petit garçon est là. ouais, Jérémy, ouais, c'est ça. Bah, lui, au départ, il dit oh, papa, il me fait un spectacle. Et il croyait que je faisais des étincelles et ainsi de suite parce qu'il croyait que je lui avais préparé une surprise. Et quand il a vu sa maman hurler, les gens crier, il a dit oh, mais non, mon papa, il a un truc. Et là, il a commencé à courir pour venir m'aider. Et là, il y a un voisin qui l'a attrapé au vol et qui lui a empêché de toucher l'échelle, sinon il ne serait pas là aujourd'hui, quoi. Parce que là, l'impact, il aurait éjecté et il serait mort, certainement. Hein. Donc, et après, l'erreur, enfin, c'est les pédopsies hein, qui ont dit ça, c'est qu'ils l'ont emmené, ils l'ont éloigné de l'accident. Ils l'ont emmené chez le voisin d'à côté. Et ce qui faisait qu'il entendait tout, les hurlements, les cris, il ne m'y voyait plus. Et le pédopsie a dit, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire pour lui parce qu'il n'avait plus la vision, il n'avait que les sons. Et il était dans la souffrance. De ne pas pouvoir aider papa, de ne pas pouvoir aider maman, et d'être là inactif, quoi. Et là, il a fallu beaucoup, beaucoup de travail pour rattraper ça, quoi. 3 mois de coma, et au réveil, 3 membres Ouais, amputés. exactement. Bon, bah là, autant dire qu'on se met à hurler. Hein. On se met à hurler, on crie, on pleure. Tes 2 bras. Ouais, les 2 bras et la jambe droite. Et il restait la jambe gauche. Et vu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très optimiste, je me suis dit, je vais m'accrocher à cette jambe. Ils vont me la sauver, c'est sûr. Et quelques jours plus tard, une délégation de médecins rentre dans ma chambre, ils défont les bandages. Je vois mon tibia. Et sur mon tibia, une petite pointe noire, il m'explique que la moelle osseuse est brûlée, que bah, c'est trop tard, qu'on ne pourra pas la sauver, on va l'enlever. Et là, je vais me fondre une bonne fois pour toutes, je vais même demander pardon à la mort. Je veux dire, j'ai lutté contre toi l'autre jour de l'accident, mais tu ne peux pas me laisser là aujourd'hui. Quelle va être ma vie sans bras et sans jambes? J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans ça? Donc j'ai un réflexe normal, humain, mais c'est de vouloir partir. Donc là, je m'arrête. Pas de combat. Je veux pas me combattre. Et là, tout le monde vient tenter sa chance pour essayer de me ramener à la vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah, ma vie est finie. Mon cerveau dit déconnexion, c'est terminé. Arrête. Arrête de te battre. Enfin, je cherche même pas à te battre, mec. C'est fini. Et là, mon père vient tenter sa chance, ma mère, mon frère, tout le monde vient derrière la vitre stérile pour essayer de me parler, quoi. Mais j'entends rien. Et même ma grand-mère est venue. Hein. Elle m'a dit allez, mon petit garçon, je te ferai du fromage blanc et de la banane écrasée comme quand tu étais petit. Et je ne l'ai pas entendu. Et j'avais même un psy à l'ancienne. Ce que j'appelle le psy à l'ancienne, c'est le mec avec le calepin et le stylo et qui parle pas beaucoup, là. C'est sûr. Et je pense que déjà, il voulait que je rentre dans une phase de colère pour que je sorte ma rage, que je sorte cette haine de l'accident. Et il n'a pas réussi à ce moment-là. T'avais pas de colère? Ben non, parce que là, je n'avais rien du tout. Là, je suis dans le déni. Enfin, même pas dans le déni, je suis dans une phase où il n'y a rien, c'est vide. Je veux juste mourir, moi. Je veux pas rester. Il n'y a aucun avenir dans mon cerveau. Tout est éteint. C'est le néant total. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient tenter sa chance, lui aussi, avec sa petite phrase anodine, et qui vient me voir derrière la tresse stérile. Il me dit écoute, Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune. Toi, tu es encore vivant, mon garçon. Pense à Jérémy. Et là, il continue la phrase il dit pense aussi à Grégory. Parce que Grégory, il est né, quand je suis sorti du coma, Grégory, il arrive au monde en même temps que moi. Et là, il me dit la phrase qui va me ramener à la vie il me dit tu crois pas que ça serait bien que tu sois là pour guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons? Et pour moi, c'était un coup de jeu, mais virtuel cette fois-ci. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. Tu pensais pas à tes enfants quand tu étais Non, sur le lit d'hôpital? avant qu'on m'en parle, non. Avant qu'on m'en parle, non. Et le fait que Grégory arrive au monde, mes parents foncent entre Châtellerault et Tours avec la voiture. Le bébé naît, ils font des photos, ils foncent à Tours et boum, ils me balancent toutes les photos sur la vitre stérile. Et là, je vois les photos de mon bébé, de Muriel qui tient le bébé et ainsi de suite. Et là, je craque totalement. Et c'est là que Jackie me dit faut que tu sois là pour guider tes 2 garçons, quoi. Ils auront besoin de toi, même si tu es un papa comme ça, tu es un papa quand même. Tu pourras les engueuler si tu as besoin. Et là, je décide de vivre et je change de comportement total. C'est-à-dire que l'humour revient En combien de temps? en une fraction de seconde. C'est-à-dire que c'est la fameuse phrase, très souvent les gens m'appellent, qu'est-ce que je dois dire? Mais j'en sais rien. Moi, il y a une phrase qui m'a ramené à la vie, on m'a parlé de mes enfants. Grégory venait arriver au monde, c'est ça qui m'a ramené à la vie. Mais je ne sais pas quelle phrase va ramener à la vie votre épouse, votre mari, votre enfant, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Ça résonnait avec ta propre enfance, peut-être? Oui, je l'écris dans mon dernier livre, Tout est possible, point d'interrogation, à vous de jouer, où là je fais un peu comme mon coming out sur mon enfance, sur ma difficulté que j'ai eue à l'école, ainsi de suite. Et voilà, je l'ai fait lire à mon père. Et il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Je dis, si tu veux qu'on en parle, et il n'a pas voulu en parler. Donc, Tabou. voilà. Tabou. Tabou, tabou, tabou. Tu ne voulais pas faire revivre à tes enfants, peut-être, le manque d'un père? Ouais, exactement. Ah ouais, complètement. Oui, je pense que, en vérité, j'ai pas eu de parents réels qui m'ont dit il faut travailler à l'école, il faut faire les devoirs, il faut faire le machin. Non, on t'est livré à nous-mêmes avec mon frère. Hein. Honnêtement, c'était pas. C'est chaud. Hein. Tu passes par ces 5 phases
Ouais. du deuil, déni, colère, dépression, acceptation, négociation. C'est quoi ces différentes phases qui vont te permettre de redevenir vivant, en tous les Ouais. cas, du côté de la vie? À partir du moment où j'ai décidé de vivre pour mes 2 garçons et pour moi, ça y est, j'ai une énergie de dingue. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Hein. Franchement, je suis un bulldozer, je fonce. Et jusqu'au centre de rééducation, pendant les 2 ans, je suis un warrior. Je dois me relever, je dois faire mes premiers pas pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. C'était mon premier objectif. Dans 5 mois, il faut que je sois debout pour ma grand-mère. Et le médecin-chef me dit ça va être compliqué, je dis on verra bien. Et au bout de 5 mois plus tard, personne ne sait que j'arrive. Hein. Je fais les 300 km en ambulance, la salle des fêtes est pleine à craquer. Je viens avec un aide kiné, mais ces 2 grosses prothèses. On plante devant la salle des fêtes. Mon père me tient d'un côté, mon frère de l'autre. Les 2 portes s'ouvrent un grand. Et là, il y a ma grand-mère tout au bout qui m'aperçoit, qui se met à pleurer. Elle est inconsolable. Et je marche vers elle. Je mets plus d'une demi-heure parce que tout le monde vient me faire des bisous, me taper sur les épaules. Et au bout d'une demi-heure, j'attrape ma petite mamie, je lui fais un gros câlin. Et j'avais réussi mon premier pari dans ma vie, marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Et à partir du moment où j'ai mon accident, que je sente au centre de rééducation, je vais fonctionner par objectif à atteindre. Un objectif plus ou moins loin, un objectif plus ou moins dur, mais un objectif pour continuer à Comment avancer. c'est possible ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un On en moment... a besoin. Oui, mais qu'est-ce qui te fait dans ton cerveau? Tu te dis, je vais pas rester là, quoi. Alors que tu es passé par cette phase de, je veux mourir. Bah, l'énergie de mes enfants. L'énergie de mes enfants et puis mon énergie à moi. Donc la colère aussi? Mais pas tout de suite. La colère, elle vient pas tout de suite. Je fonce. Je suis là, bam, je suis un bulldozer. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Ok. Rééducation à fond. Je vais faire de la plongée sous-marine, je vais faire de la natation, je vais faire des machins. Bam, 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 bam. Plein de trucs. Le pire, dans tout ce que j'ai vécu, c'est pas l'accident ni le centre de rééducation. Le pire du pire, c'est le retour à la maison. C'est la pire des catastrophes qui puissent exister. Regarde, tous ceux qui ont vécu le confinement, ils nous comprendront là aujourd'hui quand on est en train d'en parler. Surtout quand c'est pas préparé. Et quand j'arrive chez moi, après 2 ans d'hospitalisation, où tu es protégé, tu es dans une bulle, tu as les infirmières, tu as les aides-soignantes, tu as la petite sonnette, tout va bien, tu as tes copains, tu es dans un délire total au centre de rééducation. Et là, tu rentres chez toi, on t'a pas préparé. Personne. Ton épouse part au travail, les enfants partent à l'école, tu es tout seul. Tu n'as qu'une amie, la télévision. Et ce que je vais faire pendant 7 ans, je vais faire lit, canapé, canapé, lit. Je vais me renfermer sur moi-même. Et pendant 7 ans, excuse-moi pour ce que je vais dire, mais je l'explique dans mon 3e livre, Plus fort la vie, je suis rentré dans ma phase gros con. Dans ma phase où tout m'est dû. C'est moi qui ai eu un accident. Et ma 2e erreur, j'ai cru que mon infirmière et mon aide-soignante, c'était mon épouse. J'ai soif. Un verre d'eau, s'il te plaît. Oui. J'ai envie de faire pipi. Oui, mais t'es prêt à faire pipi tout seul. Oui, mais là, je regarde la télé, je peux pas quitter le canapé, tu comprends? Tu viens, les enfants sont à table, on va manger. Non, t'as pas compris, on fait des plateaux télé. On regarde la télé. Et elle a tenu le choc pendant 7 ans. Et après, au bout de 7 ans, elle est partie, d'où ma phase de colère. 7 ans après mon accident. Parce que dans les 5 phases, tu sais, les 5 phases que tu as expliquées tout à l'heure, les fameuses phases du deuil d'Elisabeth Küpler-Ross, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie si on n'a pas une épaule avec qui parler, s'exprimer, et pourquoi pas même avec qui pleurer. Mais sauf que là, moi, j'avais plus personne, j'étais dans mon canapé. Au début, bien sûr, la famille, les amis sont là. Les premières semaines, même les premiers mois, mais après tout le monde reprend sa vie, c'est normal. C'est pas eux qui ont un accident. Et donc, je suis rentré dans cette fameuse phase, une phase de colère froide. Quand elle part. Quand elle part. Bizarrement, je m'étais préparé à ça, tranquillement, en me disant, si elle part, c'est pas à elle de partir. C'est à moi. Et donc, dès qu'elle m'annonce, je vais partir, mon cerveau recommence, on-off, faut partir. Et je vais aller nager dans la rivière, avec les prothèses de marche. Autant dire que j'aurais coulé très très vite. Et là, j'ai acheté une bouteille d'alcool à l'épicier de mon village. Moi, je bois jamais d'alcool. Hein. J'ai acheté une bouteille d'alcool à l'épicier de mon village. Il l'a ouverte, il l'a mis sur le siège passager de ma voiture. Je me suis garé au bord de la rivière. J'ai bu. Je suis sorti de la voiture. J'ai commencé à marcher vers la rivière. Et là, quand on est bourré avec des prothèses, autant dire qu'on va pas très loin, quoi. Je me suis ramassé la goule dans l'herbe. Et les pompiers m'ont retrouvé quelques heures plus tard, dans la rosée du matin. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Mais avant de comprendre ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est que mon père, je disais que c'est ces anciennes générations, mon père, il avait dit à ma famille et mes amis, on ne parle pas de l'accident. On montre à Philippe qu'on veut être une famille forte, qu'on veut être des amis soudés. On ne pleure pas devant lui, c'est interdit. S'il y en a un qui pleure devant lui, je vous préviens, ça sera entre lui et moi après. Et donc tout le monde s'est protégé pendant 7 ans. Jamais personne n'a parlé de ce qu'il avait ressenti. Et quand j'arrive à l'hôpital, j'entends ma mère qui hurle, mais qui hurle dans le couloir, parce que les gens la retiennent. Et mon père qui fonce sur moi, qui me gueule dessus, mais pourquoi tu nous fais ça maintenant? Pourquoi maintenant? Et moi je hurle, je dis, mais pour toi, pourquoi tu m'as jamais parlé? Et toi maman, qu'est-ce que tu as ressenti de l'accident? Mais parlez-moi bordel, parlez-moi! 7 ans de silence à se protéger. Et là je vais demander un coup de main au psy, ça va durer 1 an. Mes parents ont besoin d'un psy, mes 2 petits garçons, mon ex-femme, mon frère, tout le monde a besoin d'un psy 7 ans plus tard. Le déni. Mais ouais, tout le monde était dans l'ordre absolu de se protéger, de ne pas parler de la douleur, c'est interdit. Mais quelle connerie monumentale! C'est une connerie monumentale parce qu'après, c'est un bâton de dynamite, ça explose. C'est pour ça que tu parles aujourd'hui. Ah aujourd'hui, ouais, je suis un moulin à parole
dans mes conférences ou dans mes... ouais, j'ai envie de faire passer des messages fous, quoi. Oser demander un coup de main. Ça, c'est pareil. Dans notre société, c'est culturel. Demander un coup de main, c'est vécu comme un moment de déshonneur. Si tu demandes un coup de main, c'est que tu es un loser. Tu n'as pas réussi. Et ça, c'est notre éducation. Et c'est la pire des conneries aussi. Moi, sans les coups de main, j'aurais jamais su mes aventures. Même si 99% des gens disent Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Ben, il y a 1% qui y a cru. L'équipe qu'on a montée, on a montré à ces 99% de pessimistes que tout était possible. La mort, décidément, ne voulait pas de toi. Non. Et puis moi non plus, je veux pas d'elle. Hein. Donc, tout va bien, on s'entend bien là-dessus. C'est dingue ça. T'y penses? Ouais. T'y penses à ça, évidemment. Je me suis battu avec elle et il y a un humoriste, un dessin, il m'a fait marrer l'autre jour. C'était, il y avait la grande faucheuse qui est là, qui essaie de m'attraper avec sa faux. Et là, je fais loupé, hop, tu vois une jambe qui se barre. Loupé, hop, l'autre jambe. Hop, loupé, un bras. Hop, loupé, l'autre bras. Moi, son dessin m'a fait hurler de rire. Mais... Les cheveux aussi. Hein? Les cheveux. Les cheveux aussi, ouais. Ah bah ça m'est arrivé l'autre jour, je l'explique dans un bouquin qui s'appelle Pas de bras, pas de chocolat. Il y avait un petit gamin au Puy du Fou, il devait avoir 9-10 ans, et son petit frère il devait avoir 6-7 ans. Et le grand il fait oh, le monsieur il a pas de jambes. Puis il lève les yeux, oh, il a pas de bras non plus. Et il tient la main de son petit frère et il dit regarde le monsieur il a pas de bras et pas de jambes. Et le petit il a la tête tellement vite et n'importe quoi, il a pas de cheveux. Et là je me mets à pleurer, je peux plus m'arrêter. Tellement ils m'ont tué ces deux gamins, j'étais trop bien. Mais ouais, c'est du bonheur les enfants. Il n'y a pas de tabou avec les gosses. Et c'est là que tu expliques que ta naissance arrive, cette deuxième naissance. Ah, la deuxième naissance, ouais. Ça veut dire qu'il est mort le premier Philippe? Ouais. Enfin, celui qui avait des bras et des jambes, j'ai fait mon deuil, ouais. Il m'a fallu 10 ans, en vérité. 10 ans pour faire le deuil complet. Et au bout de 10 ans, je rencontre une nouvelle fois l'amour, qui va me donner, pas des ailes, mais des palmes. Donc, Susanna. Tu croyais pas ça non plus? Ben non, moi non plus. Franchement, qu'elle est capable d'aimer un mec comme moi. Alors j'ai osé, je me suis inscrit sur un site de rencontre. Je me suis ramassé plein de râteaux. Tu cachais pas qui tu étais? Au début aussi. Il faut d'abord aller dans la séduction. Tu vois, moi j'adore rire, j'adore... Et donc au début, puis après c'était 3 à 4 mois plus tard, c'était la dame qui me disait si on se rencontrait. Oh putain. Il y a un petit truc que je t'ai pas dit. Enfin du moins 4 détails. Et puis je suis une personne handicapée et là c'était fini quoi. Il n'y avait plus de lumière, plus de son, plus d'image, et puis c'était terminé quoi. J'avais dit le mot fatidique. Plus de réponse. Et ouais, et quand j'ai vu passer la fiche de Susanna, je me suis dit bon, je vais envoyer un petit message complètement con, puis on verra bien quoi. Si ça marche, tant pis, tant mieux, puis voilà, c'est pas grave. Et puis je lui ai dit, écoute, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je ne les ai pas retrouvés. Et elle m'a répondu, écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Et ça fait 19 ans qu'on les cherche. Donc, encore une fois, tout est possible à celui qui ose. Et tu comprends son amour pour toi, malgré tout? Ouais, enfin, au début, c'était l'amour fort, l'amour fou. Et je dirais entre guillemets, malheureusement, ou heureusement, il y a eu cette idée de vouloir traverser la Manche qui est arrivée. Et je lui en ai demandé trop. D'ailleurs, Susanna a écrit un livre qui s'appelle Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme. Qu'est-ce que je prends dans le bouquin? Mais avec beaucoup d'amour. Mais, tu vois, il y a l'aimante et il y a l'aidante. Et la balance, elle est très, comment dirais-je, très sensible. Et à un moment donné, quand je suis parti dans l'histoire de l'entraînement de la Manche, l'aidante a pris le dessus et l'aimante a commencé à disparaître. Parce que vous vous connaissez, vous tombez amoureux avant ta décision folle ouais, de traverser la Manche. De traverser la Manche et d'être celui que tout le monde connaît. Ouais. Tu peux me dire aussi là ce qui se passe dans ce putain de cerveau? Ouais, c'est une bonne idée. Alors, il faut savoir que l'idée de la traversée de la Manche est venue sur mon lit d'hôpital. Quand je me réveille après le coma, je décide de vivre pour mes deux garçons et pour moi et je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et la première chose que je vois, c'est une jeune fille traverser la Manche à la nage, Marion Hans. C'était la deuxième française à réussir à traverser de la Manche depuis 1875. T'avais oublié que t'avais plus de bras? J'étais tellement capté par les images de cette gamine qui traversait la Manche que ouais, j'ai oublié que j'avais plus de bras et plus de jambes. Waouh! Et je dis pourquoi pas moi un jour? Mais ça devient anecdotique, j'en parle comme ça de temps en temps, mais personne ne me croit. Enfin, je me souviens une fois, je l'avais dit à mon père, on était à Noirmoutier en Vendée. Je dis papa, un jour je traverserai la Manche. Et mon père, il m'a pas répondu cette journée-là. Mais j'ai vu dans son regard, il s'est dit oh merde, il a pas que les bras et les jambes qui ont cramé lui. Il a dû avoir un court-circuit de cerveau, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? N'importe quoi. Et donc, c'est une fois que j'ai rencontré Susanna, 3 ans après notre rencontre, les 5 enfants m'offrent un saut en parachute à 4200 mètres. Là, j'ai cru qu'ils voulaient se débarrasser de moi. Donc, là, j'ai eu un petit doute quand même. Et là, il y a une journaliste de France 3 qui est là, qui me dit c'est quoi votre prochain rêve? Et je lui lance, comme une sorte de bouteille à la mer, comme ça, mais vraiment, sans jamais réfléchir, je dis peut-être qu'un jour je traverserai la Manche. Et elle me rappelle 4 mois plus tard, on a envie de vous inviter au plateau du 19-20.
Elle dit, ouais, il y a le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a fait un discours sur le handicap, et on aimerait quelqu'un de lambda. Et on aimerait que ce soit vous. Et là, je dis, bah ok, j'arrive. Et la journaliste que j'ai vue sur le terrain d'aviation avait passé une information à sa collègue sur le plateau télé, mais apparemment pas une bonne information. Puisqu'à la fin de l'interview, en plein direct, la journaliste me regarde et me dit, alors comme ça, Philippe Croison, vous allez traverser la Manche à la nage? Et là, mon cerveau, il fait, il a envie de se barrer. Mon cerveau s'éteint, et là, il y a un vieux tiroir qui s'ouvre, plein de toiles d'araignée, plein de poussière. Il y a un mot qui sort de là-dedans sans que je le contrôle. Il arrive à ma bouche, et en plein direct à la télé, j'ai fait, oui. Wow. Et l'aventure était lancée. Ça faisait presque 14 ans que j'ai eu mon accident. On rentre à la maison. Déjà, Susanna, elle me dit, c'est quoi la traversée de la Manche? Je dis, j'en sais rien. Je dis, ouais, mais je sais pas ce que c'est. J'ai vu ça il y a plus de 10 ans sur mon lit d'hôpital. Pour la première fois de ma vie, je t'ai traversé de la Manche à la nage. Et là, je vois 34 km à vol d'oiseau. Taux de réussite chez les valides, 10%. Température de l'eau, 14 degrés en moyenne. Je dis, putain, dans quoi je suis parti, quoi. Ok, c'est quoi? C'est un défi? Non, c'est l'envie. Enfin, toutes les aventures que j'ai menées jusqu'à maintenant, c'est l'envie. Et surtout, Oui, mais pied au mur, quoi. Enfin, ah bah, excuse-moi. à peu près. Et non, mais l'envie de faire. Et surtout, j'allais sortir de mon canapé. Et même Susanna, par amour et par ignorance comme moi, elle a dit oui. Elle a dit, ok, je t'accompagne là-dedans, mais on ne savait pas dans quelle galère on partait. Hein. Dans quel enfer on 40 allait partir. ans, 2 années de préparation intense, Ouais. 35 heures par semaine de natation, Ouais. qui équivaut à 280 km par mois. Par mois, ouais. Ça se passe comment, là? Bah, on devient un dingo et après, on avance au jour le jour. Je monte une équipe de winners. Je leur file le paquet. Au début, ils ne veulent pas. Parce que je leur ai pas dit que je savais pas nager. Je voulais leur faire la surprise. Donc, parce que, Non. bah oui, bah, si on dit tout, personne ne vous suit. Et donc, j'arrive là-dedans. T'es un grand malade. Je faisais 25 kilos de plus qu'aujourd'hui. Donc, j'étais gras comme un lardon. Je ne savais pas nager. Je n'avais jamais fait de sport de ma vie. Et je monte une équipe et je leur file le paquet. Et donc, ils vont me chercher à 4 mètres de profondeur. Ils me remontent à la surface. Et là, ils me disent, non, mais il faut que tu rentres chez toi, garçon. Enfin, c'est pas possible, là. Je dis, non, je rentre pas chez moi, non. C'est à vous de me transformer. C'est à vous de m'emmener à la victoire. Et ils m'ont transformé en 2 ans. Tu l'as dit tout à l'heure, en 2 ans, on a fait 4000 km de natation. Le plus clair de mon temps, c'était au lac de Saint-Cyr, près du Futuroscope, le lac qui fait 4 km de circonférence. Dans le lac du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, il faisait 0 degré, il tombait de la neige, et je nageais pendant 7 heures. Ok, tu me rassures, il y a bien des moments où tu disais j'arrête tout. Non. Jamais. 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 Jamais, mais jamais, 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 jamais. Quand Susanna craquait ou je craquais, Susanna ne me montrait pas qu'elle craquait, elle me protégeait. Et mais moi, quand je craquais, elle me remontait le moral, et surtout quand ça n'allait pas bien, je leur disais, mais chérie, si on va au bout, notre parcours de vie va changer. On vivra plus le seuil de pauvreté, on n'aura plus cette bon Dieu d'allocation, et ainsi de suite. Je suis sûr qu'il va se passer un truc, j'en suis persuadé. C'est au fond de moi, je le sens. Il fallait le faire. Et donc l'équipe m'a emmené au bout, et même avec les blessures. Est-ce que tu voulais aussi ne plus être le poids? J'avais un objectif à atteindre. Oui, mais tu l'as dit. Ouais, si, mais... si je gagne, si je le fais, on sera plus sous le seuil de pauvreté. Je Ouais. serai plus ce handicapé qui est si lourd à porter. Je pense que j'ai peut-être un message à faire passer. Un message de c'est possible, on peut s'en sortir, mais c'est à nous d'oser de demander un coup de main, c'est à nous d'aller vers les gens et d'avancer, quoi. Si on attend que les gens viennent vers nous, on attend longtemps. Hein. Jamais personne vient. Hein. Jamais. C'est à nous de bouger, c'est à nous d'aller vers les gens et de les bousculer, de les provoquer. Et depuis que je fais ça, mais putain, mais ça fonctionne, quoi. Ma vie, elle est chouette parce que j'ose demander des coups de main. Et même mon handicap, il est là, bah, autant qu'il soit utile. Peut-être que ça amène de la compassion quand je veux voir un chef d'entreprise et que je lui demande des sponsors, d'être sponsor dans mon aventure. Mais tant mieux. Tant mieux. Il m'amène des financements et moi, je mène mon aventure. Donc pour moi, tout va bien. Et Susanna là-dedans. Bah, Susanna, là-dedans, je te dis, elle est tombée amoureuse d'un gars qui n'avait pas de bras et pas de jambes. Elle ne savait pas dans quoi elle allait s'embarquer. Au début, elle a rencontré un petit vieux qui était dans son canapé, qui avait ses médicaments, qui avait tous ses machins, qui était réglé comme une horloge. À 18h, il y avait le repas, machin et tout. Enfin, c'était une folie totale, quoi. Et elle a commencé à dépoussiérer tout ça. J'ai plus aucun médicament aujourd'hui pour moi, donc... Elle est restée, Susanna. Susanna, ouais, elle est restée malgré tout. C'est une warrior, c'est une guerrière. Elle aurait Enfin, pu moi, se barrer, hein. la vraie guerrière, là-dedans, c'est Susanna, quoi. Parce qu'il faut vraiment lire son bouquin. D'ailleurs, son bouquin a mieux marché que les miens, ça m'énerve un peu. Ouais, c'est chiant, ça. Hein. Énervant. Mais en même temps, il y a 11 millions d'aidants. Hein. Il y a 11 millions d'aidants en France, hein, donc, qui se sont reconnus à travers son témoignage. Et donc, ouais, ça a été dur. Parce que, imagine, moi, j'allais nager, elle m'emmenait à la piscine, elle me déposait dans l'eau. Après, elle allait emmener les enfants à l'école, ou alors vice-versa. Et après, elle allait faire des heures de ménage. Elle venait me récupérer, elle rentrait à la maison. Elle a vécu un enfer. À un moment donné, avec Susanna, on était sur le point de se séparer. On se comprenait plus. Je ne comprenais pas, elle, sa douleur. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il n'y avait plus celle qui était là, présente avant, parce qu'elle a commencé une dépression. Elle a commencé ces fameuses 5 phases du deuil, elle aussi de son côté. T'étais encore le gros con?
Pendant mes entraînements, ouais, je suis redevenu le gros con. Ouais. Le moindre truc qui manquait, c'était du grand n'importe quoi et elle absorbait tout. Et tu sais, quand tu es un aidé, tu es un enfant. Et plus l'aidé il en demande, et plus l'aidant dit oui, c'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça que l'espérance de vie d'un aidant, c'est 15 ans inférieure à la moyenne normale. Un aidant, c'est une charge mentale, une fatigue humaine, enfin, qui est juste monumentale. Et moi, Susanna, je leur demandais davantage. Elle me disait oui. Donc ça veut dire que je pouvais encore plus, et encore plus, et encore plus. Et jusqu'au jour où, après les 5 continents, elle a complètement craqué, quoi. Oui, parce que ça ne s'arrête pas là. Ben non, ça a duré 5 ans, la bêtise. En 2012, tu relis les 5 continents à la nage en 100 jours. Papouasie, Nouvelle-Guinée, Indonésie, Égypte, Jordanie, Espagne, Maroc. À 0 degré, entre l'Alaska et la Sibérie. Ouais. Ok, tu voulais vraiment te séparer de Susanna ou tu t'es dit je vais aller jusqu'au bout ou... Non, l'envie de continuer, de ne pas s'arrêter avec l'équipe. Ben, j'avais trouvé ma raison d'être, j'avais trouvé ma façon de vivre, c'était d'être avec une équipe et d'avancer. Ça évite de penser aussi. Et ça évite de penser, exactement. Très très bien, mon esprit était occupé. Mon esprit était occupé en permanence. Donc, et je ne faisais pas attention à ceux qui étaient autour de moi. J'avançais. En 2017, Susanna, elle a morflé. Rallye Dakar. Voilà, ça c'est de sa faute. Ah, ok. Ah bah tu vois alors. Là, je me dédouane, hein, attention. Hein. Là, je me dédouane parce que ça faisait 3 ans que j'avais rien fait. Le plus dur rallye au monde, quoi. Ouais. Bah, elle en a chié. Hein. Elle en a chié sur l'épreuve, hein, sur le Dakar, parce qu'elle a fait 12 000 km avec le camping-car, avec les mécanos qui dormaient par terre dans la capucine et tout, parce que j'étais tout le temps en panne, mais c'était un enfer absolu à vivre. Mais j'ai toujours dit on, hein, le jeu, pour moi, n'existe pas, c'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Si tu écoutes mes conférences ou dans mes bouquins, Susanna est présente en permanence. En permanence, c'est elle qui m'a sorti de mon marasme et qui m'a permis de devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui. C'est Susanna qui a permis ça. Tu te regardes devant la glace? Oh, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu énormément de temps. Même 10 ans après, quand j'ai rencontré Susanna, je crois qu'il fallait que le miroir arrive encore au niveau de la tête. Hein. Il ne fallait pas que je voie mon corps. C'était strictement interdit. Quand j'allais à la plage, il fallait que j'ai 4-5 personnes qui me mettent des serviettes autour de moi pour que je puisse arriver jusqu'à l'eau. Et là, une fois que j'étais dans l'eau, ils pouvaient reculer et ainsi de suite. Aujourd'hui, je m'en fous. Hein. Je marche sur les pattes et je vais dans la flotte et tout. Aujourd'hui, j'ai accepté mon nouveau schéma corporel. Ouais, mais ça, non, j'ai pas envie. Parce que j'ai accepté. Ouais. C'est le regard d'amour de Susanna aussi qui t'a permis d'accepter le tien? Ouais, puis le regard de mes enfants, la famille, tous ceux qui ont été autour de moi. Mais c'est vrai que Susanna, il y a eu un truc de fou, c'est que je suis très abîmé du côté gauche. D'accord? Là, le bras droit, ça va. Bon, le mec, il abuse, le bras droit, ça va. Mais le bras gauche, c'est un peu plus abîmé. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'est mis l'un à côté de l'autre avec Susanna, la première chose qu'elle a fait, elle a caressé mon bras et elle lui a fait un bisou. Bon, autant dire que je pleurais. C'était terminé, on ne pouvait pas aller plus loin parce que on était parti pour aller faire l'amour, tu vois ce que je veux dire. On allait avoir un moment de partage, mais le fait qu'elle caresse mon bras et qu'elle lui fasse un bisou, c'était terminé. Je me suis effondré. Elle m'avait apporté un moment de joie intense, un moment de plénitude, mais de fou, quoi, de plénitude. En une fraction de seconde, tout venait de s'effacer. Elle acceptait ton corps aussi. Mais ouais. On était dans son acceptation et dans mon acceptation. J'avais le trouillomètre à 0, j'étais en panique totale. Et le fait qu'elle fasse ça, je me suis effondré. Offrir ce corps qui n'est plus le tien, que tu as adopté, je ne sais pas quel est le terme. Non, c'est bien, j'ai adopté, mais maintenant c'est le mien. Il a fallu le temps que je l'accepte, mais maintenant c'est vraiment mon corps. Ouais. Et l'offrir à celle que tu aimes, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Dans ta tête. C'est un volcan. C'est un volcan, j'ai peur, je ne suis pas bien du tout. Enfin, je suis dans une panique totale. Et je ne le montre pas, parce qu'il ne faut pas le montrer, ainsi de suite, parce que là, il va y avoir ce moment de partage, et c'est Susanna qui prend les devants, et qui enlève mon t-shirt, on s'allonge, elle caresse mon bras, et elle fait un bisou. Et là, il va falloir quelques jours avant qu'on revienne, parce que là, je suis tellement parti loin que, non, c'était dur. C'était costaud. Elle venait de me libérer. C'est comme un bébé qui... Ouais, exactement. Exactement. Tu arrives au monde une nouvelle fois. Ouais. C'est-à-dire que le Philippe d'avant disparaît, mais vraiment un coup de baguette magique, c'est le nouveau qui arrive. Bon, il va falloir du temps, il va falloir travailler, mais en une fraction de seconde, tout vient de disparaître parce qu'il y a eu ce bisou. C'est juste fou. Hein. Ça aurait pu être un bisou sur la bouche. Il n'y aurait pas eu le même effet. Elle a fait un bisou sur moi. C'est juste dingue. Quel pire, c'est ce que je voulais pas voir dans le miroir. C'est le truc que j'ai refusé de voir pendant 10 ans dans le miroir.
c'est ce bras gauche. C'est juste, c'était pas possible. Donc en une fraction de seconde, elle l'a fait effacer. L'amour, alors c'est hyper con de dire ça, mais moi je m'en fous parce que j'y crois à fond. Ouais. L'amour peut sauver? Ah mais c'est pas ça peu, c'est le remède absolu. Ben, alors, on le voit bien, de toute façon, dans toutes les histoires d'amour, on dit qu'on déplace des montagnes. Bon bah là, je l'ai dit tout à l'heure, Susanna m'a pas donné des ailes avec l'amour, elle m'a donné des palmes. Mais l'amour réveille tout, c'est un outil de résilience, je l'explique dans mes interventions. Dans ma vie, il y a eu 4 outils de résilience. Mon premier, ma famille, mes amis. Quand je suis sorti du centre de rééducation, ils ont toujours été là pour me soutenir. Et le deuxième, c'est l'amour. L'amour m'a transformé, m'a transcendé. Le troisième, l'humour. On en Et le parlera. quatrième, le sport. Je suis désormais chanceux, plein d'envie et de projets. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à dire merci à ce putain d'accident? Oh. Non, peut-être pas merci. Peut-être pas merci, mais vu que je l'ai accepté, que j'ai redémarré une nouvelle vie, je ne sais pas quel parcours j'aurais eu si j'ai pas eu cet accident. Peut-être que je serais encore ouvrier métallurgiste, peut-être que j'aurais fait autre chose, j'en sais rien. Je ne peux pas savoir. Ce que j'aime dire, c'est qu'à cause de mon handicap, il y a des trucs que je ne peux plus faire. Mais grâce à lui, j'ai fait des trucs de dingue. J'ai inversé une faiblesse en une force. J'ai pris cette faiblesse et je l'ai travaillée pendant des années pour en faire une force aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure, elle est là. Le handicap, il est là. Donc autant qu'il me soit utile. Donc il est utile. Alors je pose ma question différemment. Est-ce que tu as de la gratitude pour ta vie? Ah bah là, ouais, aujourd'hui, ouais. Ah bah ouais, j'aime ma life. Très souvent, on me dit, si on tourne tes bras et tes jambes, est-ce que tu retournes ta vie d'avant? Ma réponse est non. Non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui. Elle est riche, je l'aime profondément, elle est vraiment géniale. Je fais ce que j'aime, quoi. Et ce que j'aime, c'est être partagé. Donc je suis sur scène tous les 3-4 jours, donc je suis heureux, moi. Tout va est bien. possible. L'impossible, c'est juste vous, c'est personne d'autre. La limite, c'est notre peur. Eh ouais. La peur et le doute. Tu sais, ces deux-là, là, qui se tiennent bien la main, là. Quand tu as un rêve, un objectif à C'est atteindre. connard. Bah ouais, ouais, mais ils sont là. Donc autant, moi je préfère les affronter, de travailler avec eux, de pas les nier, parce que sinon ils vont nous pourrir la vie. Donc moi quand il y a la peur, quand je veux traverser la Manche, la peur et le doute, le premier jour ils me disent bonjour. Hein. Ils sont frères et sœurs, donc ils se tiennent la main, ils disent bonjour, on va bien te pourrir la vie mec. Hein. Donc eh ben, ils sont là, bah, je vais travailler avec eux, comment je peux les contrer, et ça c'est avec l'équipe. Et donc moi la peur et le doute aujourd'hui, bah, j'en fais pas une faiblesse. Je t'imagine en haut de la falaise à regarder la mer. Ouais, ah bah ça oui. Ça, je l'ai fait plus d'une fois. C'est mon lieu ressource aujourd'hui. L'auto-hypnose. Ouais. Et tu fais quoi? Tu lui dis quoi à cette... Alors, il faut savoir qu'avant de traverser la Manche, on est en Angleterre. C'est la tempête. Je ne peux pas traverser. Donc, on attend une fenêtre météo. Toute l'équipe est en panique. On ne sait pas si on va pouvoir vraiment traverser, s'il va falloir attendre un an de plus. Et là, Susanna, elle est en panique totale. Et pendant toute la semaine, je demande à mon équipe de m'emmener en haut de la falaise. Tous les jours. Tous les jours, il faut que j'aille voir la Manche du haut de la falaise. Donc ils m'emmènent en haut de la falaise, je leur demande de me laisser, je descends du fauteuil, je me fous dans l'air, c'est mouillé, hein. Et je regarde la Manche. Et je dis laisse-moi passer. Je te prends. Ah bah, je suis contente, il n'y a pas que moi. Oh merde. Tous les jours je la regarde et je dis laisse-moi passer, on en a chié. On en a chié pendant 2 ans, faut que tu me laisses passer. Et elle m'a laissé passer. Elle m'a laissé passer parce qu'à un moment donné, le jour J, on part, il y a des grosses vagues. Et à un moment donné, il y a pétole. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, pétole, il n'y a pas de vent. Dans la Manche, il n'y a plus de vagues. Et je nage. À un moment donné, je suis fatigué. Je suis au milieu de la Manche. Mes pulsations cardiaques chutent. Je suis en train de vomir. J'ai froid. J'ai vraiment très très froid. Et là, il y a 4 dauphins qui arrivent et qui se mettent avec moi. Et là, mon énergie repart à 1000%. Et là, les dauphins m'accompagnent. En vérité, je suis qu'une entité qui nage. Je fais pendant 13h26 minutes ce que j'ai appris en 2 ans. Nager. Essayer de vider mon cerveau, ne pas réfléchir, et malgré tout, l'émotion montait. Je pensais à mes premiers 25 mètres où j'ai failli me noyer, je pensais à Jérémy et Grégory, mes 2 garçons, je pensais aux filles, je pensais à ceux qui m'attendaient de l'autre côté. Et je faisais de la sophrologie tout en nageant. Donc voilà, c'était apocalyptique, la traversée de la Manche. Et à la fin, quand on arrive, le destin, encore une fois, ou le grand n'importe quoi, mais j'ai 20 km de plage pour arriver. Et le courant, la marée, en pleine nuit noire, la tempête arrive. Et j'arrive sur Cap-Griné, en plein sur les roches, en plein sur la falaise. Et là, mon équipe veut que j'arrête. Je venais de nager 38 km. J'étais à 800 mètres des côtes françaises. Et là, ils me disent non, tu remontes à bord du bateau. Et là, je hurle, je dis jamais vous m'arrêterez, vous m'entendez? Jamais. Et moi, je pars comme un fou. Mes pulsations cardiaques remontent à plus de 160, j'arrive plus à respirer. Une grosse vague monstrueuse dans la nuit noire sur moi pour m'éclater contre la falaise. Chose que la vague n'a pas manqué de faire. Elle m'a explosé contre les roches. Ça a duré 10 secondes, ça. Hein. Après 13h26 minutes, ça a duré que 10 secondes. Et je te dis, le destin ou le grand n'importe quoi, c'est-à-dire que il y avait une centaine de personnes qui étaient en haut du Cap-Griné qui me cherchaient. Il y avait toute ma famille, mes amis, tous ceux qui m'avaient aidé.
Et il y avait mes 2 garçons. Dans la nuit noire, j'ai entendu « Papa, papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime, papa !» Et là, j'avais tenu 13h26 minutes d'émotion, j'ai jeté mon masque et mon tuba et j'ai crié « Moi aussi, je vous aime, mes garçons !» Et là, c'était mes 2 garçons qui m'avaient trouvé après 13h26 minutes. C'est dingue le destin quand même. Et là, je monte à bord du bateau, on me repêche. Susanna se blottit contre moi avec une couverture de survie. On repart en Angleterre en pleine tempête et là, j'ai compris que je n'avais pas traversé. Qu'on avait traversé ensemble et qu'on avait réussi. Et c'est comme ça qu'on a terminé la traversée de la Manche. Tu t'es posé la question, pourquoi tant de souffrance pour en arriver là aujourd'hui? Je ne me pose pas cette question-là. C'est trop dur? Il n'y a pas de limite, j'ai plus de limite. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis mort le 5 mars 94. Tout ce que je vis, c'est du plus. Donc je ne me pose pas la question, est-ce que je peux? Je fais. Et après, j'aime partager avec les gens, donc j'aime offrir mon énergie. Comme je le dis très souvent, j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts. Maintenant, je suis devenu distributeur d'énergie positive. C'est plutôt cool. Je le ressens, hein. En tout cas, ça ouais. passe. Hein. Ouais. Ça passe. Hein. J'aime ça. Tu parlais de tes piliers, l'humour. Ouais. Ça aussi, Ouais. ça a été la clé Et de bien des choses. pour moi, c'est un des outils de résilience pour l'humanité en tout entière. C'est l'humour. Moi, d'abord, tu as l'humour qui pique, qui fait du mal à vos proches, parce que tu en as besoin. Donc, tu essaies de lui faire du mal à quelqu'un, tes parents, ton épouse, ton frère, tous ceux qui viennent te voir, tu fais ça avec un humour un peu dégueulasse. Et même moi, ça me fait pleurer après, une fois qu'ils sont partis. Tu vois, je déconne sur l'amputation de mes bras ou de mes jambes, tu vois. Et après, tu as l'humour potache du centre de rééducation. Où là, tout est permis, hein, c'est du grand n'importe quoi, c'est open bar, on est mort, donc on est vivant, c'est allez, on se lâche. Hein. Et après, tu as l'humour que j'aime pratiquer aujourd'hui, l'autodérision. Donc voilà, t'as tout. Regarde, quand il y a eu les attentats, le Bataclan et ainsi de suite, souviens-toi, les humoristes, tous les humoristes, hein, France Inter, RTL, Europe 1, tous les humoristes se sont éteints pendant 15 jours. Il n'y avait plus d'humour. Il y avait une chape de plomb monumentale sur la France. Moi, le premier, j'arrêtais pas de pleurer. Et à un moment donné, les humoristes se sont remis en route. Ils ont commencé à vanner sur les terroristes, sur ce qui s'est passé. Et on a respiré. Ça veut dire qu'on peut reprendre une vie normale. Tu vois, c'est ça l'humour. Pour moi, l'humour, c'est un outil de résilience à la fois individuel et collectif. L'un de tes livres, pas de bras, pas de chocolat, Ouais. évidemment. Et en sous-titre, on peut rire de tout. Ouais. Vraiment? Je pense que oui, on peut rire de tout. Ouais. On peut rire de tout, mais aujourd'hui, malheureusement, moi, j'ai le droit de rire de tout, mais de mon domaine. Mais j'allais dire, est-ce que l'humour n'est pas communautariste? Pour moi, ce que je ressens, c'est que chaque communauté a défendu sa cause. Ouais. On a atteint l'objectif. Et maintenant, on est dans l'extrémisme. Ouais. Que ce soit les gays, la religion juive, Les catholiques, tout le monde, musulmans, tout le monde. tout. Et on a tellement été au-delà de la défense de la cause que maintenant, on va dans l'extrémisme. On n'a plus le droit de rire de sa cause. Et ça devient un bordel, pas possible. C'est-à-dire que là, on est en train de se mettre une chape de plomb sur nos épaules en disant « Waouh, putain, si je fais une vanne là-dessus, je suis mort. » Toi, tu as le droit de vanner les handicapés. Ouais, c'est ça. Si ça vient de moi, Ouais. ça Ah bah peut. c'est mort. L'humour sur ta situation ne te fait pas mal. Non, et même sur d'autres situations. Moi, j'adore l'humour, donc je suis un fan de l'humour noir. Si tu regardes sur mes réseaux sociaux, l'autre jour, ils ont retrouvé un frigo. Et dans le frigo, il y avait des bras et des jambes d'êtres humains. Et moi, j'ai juste tweeté « Le frigo m'intéresse ». Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Tu vois, en Espagne, ils ont retrouvé un corps démembré sur la plage. Et là, j'ai tweeté, je dis « On peut pas nager tranquille ?» Tu vois, il y avait des paparazzis qui étaient là à faire des photos et tout. Mais moi, j'adore cet humour-là, quoi. J'adore ça, j'adore aller piquer les gens, aller dans le truc un peu loin, quoi. C'est dangereux, cette censure-là? Bien sûr qu'elle est hyper dangereuse. Et ce qui est dingue, c'est que chaque communauté ne s'en rend pas compte pour l'instant. Ce qu'ils voulaient s'ouvrir aux autres est en train de se transformer à l'inverse. Ils sont en train de se renfermer sur eux-mêmes. Tellement. Parce qu'on n'a pas le droit de les vanner. Si tu les vannes, t'es juste un gros connard. Non, putain, moi je trouve ça drôle de me moquer des gays, de me moquer des handicapés, de me moquer de tout le monde, quoi. Les JO de Paris ont mis un sacré coup de projecteur sur les handicapés et pour autant, il en a fallu du temps pour avoir un ministre pour les handicapés. J'ai vu ton coup de gueule. Ouais, il y a encore du boulot, ouais. Tu crois que c'est un oubli? J'en sais rien. Est-ce que c'est un oubli? Tu sais, on n'a pas eu la réponse, le pourquoi. Hein. Puis de toute façon, le handicap, c'est un monde de silence. C'est un monde de silence et de résilience. On les entend jamais gueuler. Mais c'est vrai. On les entend jamais gueuler. Il n'y a jamais de manifestation dans la rue. Donc on ne va pas faire grand-chose pour eux. Tu te rends compte s'il y avait un syndicat qui a été créé, un syndicat du handicap, et dire voilà, on est 12 millions de personnes handicapées, on est 11 millions d'aidants, et on a une famille, on a un bulletin de vote dans les mains. Je crois qu'on est plus nombreux que les chasseurs. Hein. Et eux, ils ont un ministère. Hein. Donc voilà, c'est à un moment donné, eux, ils gueulent. Nous, on ne gueule pas. Ça va changer? Je ne sais pas si ça va changer. Enfin, moi, je me souviens des paroles du président de la République. À la fin du handisport, à la fin des Jeux paralympiques, vous avez planté une graine.
Vous avez planté une graine qui va germer en nous. Bon, bah, 3 semaines plus tard, la graine, elle a pourri. Il n'y a pas de ministère du handicap. Et surtout, le mot handicap disparaît du gouvernement. La violence la plus importante, c'est que le mot disparaisse. Et donc, on disparaît avec. Et pourquoi on a toutes ces circonvolutions? Personne en situation de handicap. Mais c'est pas moi qui suis en situation de handicap, c'est ma société. Si ma société est adaptée, je ne suis plus en situation de handicap. Voilà. Je suis un citoyen comme tout le monde. Regarde quand je suis dans le détroit de Bering. Je suis à 100 km du cercle polaire. C'est le dernier village. Après, il n'y a plus rien. La maison commune est adaptée aux personnes handicapées. L'école est adaptée pour les enfants. Même le petit bureau de poste est accessible. Il y a une centaine d'Inuits qui vivent là. Il y a 0 personne handicapée dans le village. Au bout du monde, je ne suis plus une personne en situation de handicap. Je suis un citoyen comme tout le monde. C'est pour ça que j'aime à dire je suis une personne capable autrement. Tu veux un autre petit truc qui m'énerve un petit peu aujourd'hui, c'est que le gouvernement cherche de l'argent partout. Donc ils ont piqué 100 millions d'euros à la GFIP. La GFIP, c'est l'organisme qui aide les personnes handicapées à trouver un emploi. Là, on vient de leur piquer 100 briques. C'est juste minable, c'est juste lamentable, c'est juste pas possible. Comment on peut piquer l'argent du monde du handicap? Non seulement on leur dit il n'y aura pas de ministère, et encore quelques semaines plus tard, on dit bon, là, votre pognon, on vous le pique. Donc toi, tu ne pourras pas accéder à l'emploi, mais rassure-toi, l'État te donnera 800 euros ou 900 euros par mois, à vie. Il n'y a pas un problème de calcul? Je ne comprends pas le truc. Et on vit un peu dans une politique spectacle qui est un peu lamentable en ce moment. Tu rêves de toi valide? Ah bah tout le temps. Ah, j'ai jamais de rêve amputé des 4 membres. Ça n'existe pas. Pour mon subconscient, je suis entier. Je rêve avec mes bras et mes jambes. Je cours, je tiens mes enfants, mes petits-enfants par la main et on s'amuse. Et j'ai jamais de rêve amputé les 4 membres. Ça n'existe pas. Un mot. Ton mot préféré? Oh bah partage. Celui que tu détestes? L'égoïsme, ouais. C'est vraiment le truc le plus con qui puisse exister, ouais. Ton gros mot préféré? Connard. Je pense que c'est tous les Français. Connard! Ah, connard. Et tu lui dis quoi au Philippe qui voulait se barrer? Qui voulait se barrer? Bah t'as bien fait de rester, mec. T'as bien fait de pas partir. Merci. Merci. Merci à toi. Merci. Et puis bah merci à ceux qui nous ont écoutés. Oui. Merci. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.